Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 11 heures. Il fait un peu frisqué à Paris, mais il fait beau, la tempête est passée. Et je voulais très brièvement réagir, parce qu'il y a pas mal de débats en ce moment sur les réseaux, mais aussi à la radio. Vous avez vu, il y a eu un débat entre Odoul et, et Rost qui a fait couler pas mal d'encre. Et on voit comme ça, de plus en plus, les gens s'envoyer au visage leur religion, leur ethnie, leur couleur de peau. Alors, très rapidement, moi je voudrais juste vous lire le début, le texte, je ne vais pas vous lire le texte intégral de la Constitution du 4 octobre, ni la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais simplement l'article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Alors, voilà, je ne vais pas refaire non plus toute l'histoire de la colonisation et de la décolonisation française, de l'empire colonial français. On ne va pas remonter jusqu'à Charles Quint, François Ier, la christianisation, etc. L'histoire est ce qu'elle est. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans une espèce d'anachronisme historique et on revisite le passé français sous l'angle de l'émotion. Et ça devient des enjeux, l'histoire, alors qu'on devrait la regarder, évidemment, je ne dis pas froidement, mais avec le recul nécessaire. Je ne sais pas jusqu'où il faut remonter pour battre sa coulpe. Il est clair de toute façon que il y a la libre disposition des peuples, je dirais, à disposer d'eux-mêmes, à s'émanciper, etc. Mais toujours est-il que de Caribe dans Scylla, on est arrivé, après la décolonisation, la guerre d'Algérie, etc., à une situation aujourd'hui en France tout à fait explosive. Alors, je voudrais répondre aux uns et aux autres avec des arguments qui me semblent inopérants des deux côtés. Pourquoi ? Prenons un simple exemple. Je vois beaucoup de gens là qui me font l'honneur de me suivre. Disons de notre génération. Je suis né en 66, deux parents émigrés qui ont d'origine italienne, vous le savez, qui sont allés ensuite en Tunisie et en Algérie et qui sont ensuite rentrés en métropole. Ma mère est devenue française par le mariage parce que mon père était français depuis son grand-père, etc. Bon, j'ai grandi dans un quartier populaire et je dois dire, comme beaucoup d'entre vous, que on se mélangeait. Tout le monde se mélangeait. Et que moi je vivais avec des Arabes, des Noirs, des musulmans, donc des Juifs. Jamais il nous serait venu à l'idée de nous balancer au visage comme ça notre couleur de peau, notre religion, etc. Pourquoi ? Parce qu'on avait une certaine idée de la France, de la République. On vivait ensemble et on avait un projet. Et ce projet, c'était de vivre ensemble dans une France apaisée. Comment les choses se sont gâtées ? Pour moi, c'est très simple. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Elles se sont gâtées, évidemment, avec l'arrivée de François Mitterrand, qui, pour se maintenir au pouvoir, a imaginé découper la société française en différentes clientèles. Et c'est la fameuse... non, mais je ne me justifie pas, c'est pour expliquer. Hein, la fameuse... idée de « touche pas à mon pote ». Alors là, c'était, comme je l'ai souvent dit, on est passé du droit à l'indifférence au droit à la différence. Et on a dit, justement, toi, ben regarde, tu es discriminé parce que ta couleur de peau est différente, etc. Et on a créé artificiellement, comme ça, on a en quelque sorte importé, sans doute des États-Unis, ce concept fumeux de communautarisme.
Et je dirais que la France avait, après une histoire chaotique, douloureuse, la dernière étant, mettons, la guerre d'Algérie, avait réussi quand même, par sa constitution, par ses textes fondamentaux, à dire la France, c'est une idée, c'est pas une race, c'est pas une religion, c'est pas une couleur de peau. On a eu la loi de 1905 sur la laïcité qui permettait justement à chacun de vivre correctement sa foi dans un espace privé et de ne pas l'imposer à l'autre. Voilà. Donc, petit à petit, on a découpé comme ça le pays en clientèle et on a abouti finalement à comme ça cette balkanisation, cette atomisation, et on n'a plus, surtout les jeunes générations, n'ont plus vraiment l'envie, le désir de France et ne se ressentent plus comme Français parce qu'ils ne sont pas dans cette identité-là. Vous avez vu ces derniers jours un certain nombre de vidéos sur Zineb et on voit des jeunes comme ça, bon, elle a été virale cette vidéo, on leur dit mais Zineb t'en penses quoi, etc. On dit ouais, elle joue la française, elle veut se faire bien voir des Français. Tous ces jeunes, ils sont tous français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, d'un côté du spectre, vous avez les gens qui disent ils ont qu'à retourner chez eux, parce que après tout ça suffit, mais ils sont chez eux. Ils sont nés français, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ils sont nés français, c'est bien tout le problème. C'est qu'on a fabriqué, j'allais dire, un monstre de l'intérieur, dans notre pays. C'est pas la peine d'aller chercher des explications exogènes, exotiques, etc. C'est dans notre pays. Bon, premièrement. Deuxièmement, on est allé bien plus loin que ça, puisque finalement, on s'est dit, quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, et les institutions chargées de faire appliquer tout ça, comme le CSA, j'y reviendrai, ou les associations financées grassement, qui, par ce découpage, ont dit finalement, chaque fois qu'on a une particularité, j'allais dire, en contradiction avec l'article 1er de la Constitution, mais en contradiction avec tout l'esprit de la Constitution, on peut dire la Constitution elle n'est pas bien, mais c'est notre loi fondamentale, on peut dire il faut l'écrire nous-mêmes, mais c'est notre loi fondamentale. Donc en contradiction avec tout ça, on a fait des clientèles. Et donc chacun se regarde, dit moi ma couleur de peau elle est comme ci, moi ma religion c'est celle-là, moi mes préférences sexuelles ce sont celles-ci, et à partir de ça, on s'est recomposé des identités à la carte et on a revendiqué des droits. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination en France et je ne dis pas que la France a été exemplaire, parce que quand on voit effectivement parfois comment le pays s'est comporté, il y aurait beaucoup à dire aussi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les quartiers difficiles, appelons ça comme ça, sensibles, les banlieues, il y a quand même pas mal de villes où les pouvoirs publics, les médecins, les pompiers, les assistantes sociales n'arrivent même plus à rentrer. Et pourquoi aussi un certain extrémisme religieux progresse et prospère? Parce que, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, ils ont un projet de société. Ils ont un projet, il est ce qu'il est, mais les gens ont besoin d'une identité, ont besoin de s'ancrer dans quelque chose, ont besoin de donner du sens à leur vie. Et comme la France a honte d'elle-même, a honte de ses principes, qui ne sont pourtant pas basés sur la couleur de peau, qui ne sont pas des principes discriminants, mais plutôt des principes englobants, des principes d'intégration et des principes d'assimilation, c'est-à-dire assimiler, c'est réussir son intégration. Ça ne veut pas dire perdre ses racines, ça ne veut pas dire perdre sa religion, ça ne veut pas dire perdre ses ancêtres et la mémoire de ses ancêtres, ça veut dire vivre ensemble dans un pays apaisé. On a vécu ça pendant, mettons, des années 50 aux années 80, et là, ça s'est vraiment gâté. Et donc, qui est responsable de tout ça? Est-ce que ce sont les jeunes dans les banlieues qui parfois se comportent mal, etc. Est-ce que ce sont les populations
qu'on accuse à l'extrême de l'autre côté, de dire mais regardez, ils sont racistes, ils sont xénophobes, mais ce n'est ni les uns ni les autres. Qui est responsable de ça? Évidemment, la classe politique qui a instauré ce découpage de la population et qui a perdu l'idée d'universalisme et qui a flatté comme ça les instincts les plus vils, qui a appuyé où ça faisait mal, qui allait chercher dans l'histoire un petit peu en disant mais tu as vu, toi tu es ancêtre d'esclaves, tu as vu, toi tu es ancêtre de pays colonisés, etc. Et on ranime sans arrêt ces guerres qui étaient atteintes et apaisées. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de chercher des clientèles. Et pourquoi on va essayer de chercher des clientèles? Parce que la démocratie représentative est bien malade et qu'avec 15 à 18% des votants, on peut passer le premier tour et ensuite se faire élire président de la République et se faire réélire et se maintenir. Voilà la vérité. Alors, ça n'a pas de sens de dire à tous ces gens, écoutez, rentrez chez vous, parce qu'ils sont nés en France, de parents français, souvent, aujourd'hui, parce qu'on en est à la 4e, voire même peut-être à la 5e génération, pour les plus jeunes. Donc, cette solution n'existe pas. Elle n'existe que sur le papier et dans les têtes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça prendra du temps et qu'il faut non seulement retrouver un projet de société qui remette en avant l'identité française, qui, quoi qu'on en dise, ce n'est pas une identité biologique, ce n'est pas une identité d'atavisme, d'hérédité, ce n'est pas seulement une identité, même si du sang a été versé, c'est d'abord une idée et c'est d'abord l'adhésion à un certain nombre de valeurs fondamentales. Et donc, si vous voulez, quand je vois un certain nombre d'associations, par exemple le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, qui vient inspirer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et qui dit « mais regardez, il n'y a pas assez de noirs à la télévision, il n'y a pas assez de jaunes, il n'y a pas assez d'arabes, il n'y a pas... » Mais c'est ça le racisme. C'est ça le racisme. Il ne faut pas vous y tromper. C'est-à-dire qu'on va, vous, d'un côté, vous culpabiliser en disant espèce de raciste et de xénophobe. On va faire la leçon aussi aux banlieues et à tous ces jeunes qui essaient de trouver aussi un projet de société. Mais le problème, c'est la question, c'est que tous ces gens qui instrumentalisent ça aujourd'hui sont à l'origine du problème et ont créé ce problème. Donc les solutions, elles ne seront que sur le long terme. Il faut retrouver justement ce goût du vivre ensemble. Et je peux vous dire, il n'y a pas d'autre issue. Ça prendra le temps que ça prendra, ça passera peut-être par des affrontements, je ne le souhaite pas, personne ne le souhaite, mais voilà la vérité. Et si vous voulez, quand vous avez des gens comme ça qui s'affrontent, et des médias aussi, ou des partis politiques qui font leur chou gras là-dessus, ce sont des gens qui n'aiment pas la France. Parce que la France, ce n'est pas ça. Alors après, on peut parler effectivement de grands remplacements comme Zemmour ou Camus. On peut dire un certain nombre de choses. On peut dire que les gens n'adhèrent pas aux valeurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On fait comment? C'est ça la question. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. C'est 30 ans de politique clientéliste. On en voit aujourd'hui le résultat. On a mis la poussière sous le tapis. On a dit, on ne veut pas voir. Hein. Et au contraire, comme on a fabriqué, on a joué les apprentis sorciers, on a fabriqué un monstre à l'échelle de la société. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment faire pour en sortir. Hein. C'est un peu comme dans le film de Disney. Les balais s'animent tout seuls et s'excitent et ramènent les seaux d'eau, etc. Et on ne contrôle plus du tout la situation. Et donc aujourd'hui, ce sont des invectives et chacun a sa solution parce que chacun prétend représenter une toute petite partie de la population, qui des religieux, des extrémistes, qui des gens de couleur, qui des gens pas de couleur. Et ça, pour moi, des deux côtés du spectre, c'est vraiment l'anti-France, parce que ce ne sont que des questions de débat politicien et pas du tout la réalité du pays. Voilà. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on en est à compter, parce qu'il y a un baromètre de la diversité au CSA, pour voir les minorités visibles
etc. Mais vous vous rendez compte, quand on en arrive dans le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française, le pays qui a inspiré tellement de pays dans le monde au nom de cet universalisme, quand on en est à regarder sa couleur de peau et dit « moi j'ai droit à la parole parce que ma couleur de peau est plus foncée, plus claire, etc. et que je ne suis pas représenté. Moi j'ai droit à la parole parce que j'ai une particularité sexuelle et qu'on met ça en avant pour faire bien souvent du fric. » Mais je veux dire, à un moment, tout ça c'est de l'ordre, la religion, les préférences sexuelles, de l'ordre du privé, et il faut retrouver un projet général de société. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais c'est vrai que j'en ai un petit peu marre de voir les hommes politiques et certains éditorialistes s'étriper, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, le problème reste sur la table, il fallait y penser avant, et maintenant ce sera très long pour en sortir, et on n'en sortira que par, encore une fois, un projet de société qui refasse adhérer à quelque chose de clair, Évidemment, avec l'Union européenne, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est dans un grand maelstrom, et on ne peut plus faire nos propres choix sur aucun des sujets. Pourquoi j'avais défendu, et je continue à défendre, le référendum d'initiative citoyenne, parce que je ne dis pas que c'est la panacée et le miracle universel, mais que c'est un moyen de reprendre notre destin en main, de faire voter un certain nombre de personnes, et à ce moment-là, les gens participeront de manière plus massive, et ce ne sera plus, on discutera avant, et quand ça sera voté, ce sera la volonté populaire qui se sera exprimée, et pas 15 ou 18% des votants qui ensuite vont imposer une politique qui va continuer à atomiser, balkaniser, morceler, fracasser comme ça la société française, jusqu'à faire comme ça une espèce de chaîne de petits individualismes mis côte à côte qui ne font plus du tout un pays. Voilà. J'aimerais bien un jour qu'un homme politique ou une femme politique ait le courage de dire ça sans excès, sans clientélisme justement, de le dire de la manière la plus claire, la plus nette et la plus apaisée possible. Et je ne crois pas que je sois dans l'utopie. Je sais aussi qu'il y aura un passage sans doute très difficile. Je pense que si on continue, et je pense qu'on va continuer malheureusement dans cette antienne-là, dans cette direction-là, et je crois que ça va mal se passer. Peut-être que ensuite renaîtra autre chose, mais on ne peut pas comme ça continuer à séparer comme ça les clientèles au nom de chacun sa petite particularité et faire appliquer des lois. Aujourd'hui, quelque part, chacun a sa petite loi, son petit manuel de comportement. Alors, sa préférence sexuelle, sa couleur de peau, sa pensée politique, etc., etc. Et donc, il va falloir répondre à tout un tas de critères dits objectifs, en tout cas dits rationnels. Et ça, c'est à la fois l'anti-France, mais aussi l'anti-vie, qui est beaucoup plus transversale, parce que dans la vie, ça ne se passe pas comme ça, mais on se regarde tous en chien de faïence, et voilà où on en est aujourd'hui. Alors, tout ça pour conclure, pour vous dire que quand vous avez des débats de cet ordre-là, et que vous avez des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont là depuis longtemps, ou qui sont issus de partis qui ont fait cette promotion-là, ils sont complètement disqualifiés, et finalement, ils n'ont plus que ça, et après, ils vont vous culpabiliser en disant vous êtes des xénophobes, des racistes, des salauds, des antisémites, etc. Parce qu'on a perdu de vue notre identité, encore une fois, qui n'est pas une identité biologique. C'est pas la conception, j'allais dire même un peu, à grands traits, un peu allemande de la nation. C'est une conception beaucoup plus rationnelle, qui n'est pas basée sur des critères biologiques ou sous des critères pseudo-raciaux, mais qui est basée sur cette volonté de vivre ensemble. Et je vous relis cet article premier, parce que je le trouve quand même magnifique.
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Donc chaque fois qu'on a ce type de discours, et toutes les lois toutes les lois afférentes, en réalité, elles sont en contradiction avec la loi fondamentale, avec notre Constitution. Et quand vous dites liberté, égalité, fraternité, si derrière vous ajoutez diversité, par exemple, vous allez diminuer la portée universelle du premier triptyque. Vous voyez ? C'est pas la peine de mettre solidarité derrière, c'est pas la peine, quand vous êtes dans l'égalité, la liberté, la fraternité, de mettre équité, et c'est pas la peine de mettre diversité, parce que ça, c'est justement aller en contradiction avec la loi fondamentale, en faisant des petites lois de circonstances pour séduire et essayer de maintenir des clientèles. Et le problème principal, évidemment, c'est que la classe politique et professionnelle a un métier, considère ça comme un métier, et qu'elle en vit. Voilà la question, les amis. J'espère que tout ça nous fera réfléchir et qu'on trouvera les voies et moyens pour en sortir, mais je pense malheureusement que ce sera très long et que c'est bien sur notre sol aujourd'hui qu'on a le problème, parce qu'on ne se sent plus, nous encore peut-être de cette génération-là, et moi encore je suis fils d'immigrés, je l'aurais dit, on ne se sent plus français, mais français d'une manière apaisée. C'est pas la peine d'avoir le menton haut et de plastronner en disant je sais pas quoi. Français, ça suffit pour moi. Et je pense qu'il faut aussi récupérer les mots, récupérer le langage, ne pas laisser le drapeau français, ne pas laisser la Marseillaise, tous ces symboles dans l'extrémisme, mais l'affirmer quotidiennement, calmement. Et voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ça va être très compliqué, j'en suis bien conscient, mais il n'y a pas d'autre voie possible. Je n'en vois pas d'autre. Et c'est pour ça que je crois beaucoup. Un jour, je ne sais pas comment il faudra bien le mettre en place, cette histoire de référendum d'initiative citoyenne, appelons-le comme on veut, mais une façon de consulter les Français plus souvent sur des questions fondamentales, et ça nous permettra aussi de réécrire quelque part la loi fondamentale. Il n'y a pas d'autre choix, parce que si vous voulez, moi j'entends tout ce qui se dit, je lis, je vois les gens effectivement s'affronter, y compris dans mes followers, etc. Les gens disent oui, mais comment on fait, c'est devenu impossible, il faut renvoyer les gens qui profitent vraiment du système chez eux. Mais le problème, je vais vous dire, c'est que, encore une fois, ils sont français. Donc il faut redonner ce goût-là, ce goût de vivre ensemble. Je sais que ça ne sera pas simple, mais voilà où nous en sommes. Et je pense qu'on est au bout d'un process, puisqu'on voit quand même que cette clientèle rétrécisse comme peau de chagrin, et que la participation à des élections est quand même assez faible, et que le nombre de voix pour être élu est de plus en plus faible. Donc on va comme ça même créer d'autres clientèles. Je pense qu'il y aura pas mal de créativité là-dessus. J'attends le parti des antispécistes, le parti des amoureux, le parti des véganes, etc., etc. Je ne dis pas que ces combats ne sont pas justes et ne sont pas nobles, mais je pense qu'il y a un problème de niveau et de hiérarchie des normes. La loi fondamentale doit être la loi fondamentale et ne doit pas être sans arrêt amendée par des petites lois, des petits règlements ou des petites saloperies de circonstances qui viennent torpiller année après année, décennie après décennie, la vision qu'on a de notre pays et de notre peuple. Voilà les amis, c'était pour essayer de faire réfléchir, et je suis d'accord, Fabrice Lézère, il y a une énorme bataille à mener sur le langage. Ça commence par les mots, se réapproprier les mots, ne pas laisser dire un certain nombre de choses et reprendre chaque fois par la sémantique en disant non, attention, refaire un petit peu d'histoire, se replonger dans les manuels d'histoire et repartir chaque fois
dans la loi fondamentale, être un peu au niveau des principes, parce que là, on est en train, dans des débats politiques, de parler de détails en oubliant la loi fondamentale, en oubliant l'important. Voilà. Et l'analyse de l'acte 13, merci de l'avoir revu. Vous avez vu, un an après, effectivement, nous sommes en plein dans ce qu'on avait dit qu'il se passerait, mais c'était pas très compliqué. Il suffisait d'être dans la rue. Alors vous avez vu, les amis, que je suis bloqué sur tous les groupes, jusqu'à ma punition est de courte durée, puisque elle est jusqu'à vendredi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je partage très peu sur les groupes. J'ai pas eu de gros mots, j'ai pas eu d'expressions immodérées ou immesurées, je sais pas. En fait, je sais, mais bon, comme tout le monde, voilà. Donc essayez de partager. Moi, je ne peux plus le faire. Voilà, les amis, on est encore loin de la transversalité, hein, et de l'universalité qui nous caractérisait. Mais on y arrivera. Et je pense que pour être transversal, et pour, je le dis souvent ça, et pour irradier autour de soi, il faut, je ne dis pas être fier, ça ne veut rien dire être fier, il faut être conscient de son identité, et il faut avoir une identité pour ensuite aller vers les autres. Parce que si on est dans le maelstrom et que tout est relatif et que tout se vaut et que tout vaut tout, on n'a plus d'identité. Et donc on ne peut plus rien défendre parce qu'on ne sait plus qui on n'est plus dans une communauté de destin. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée, salut à tous, et je pense qu'on va y arriver. Voilà, la liberté d'expression est sacrée, et on est quand même inventif, hein, mais il faut rester calme, modéré. Rien ne résiste à l'effort continu. Vous avez vu, ça commence quand même un petit peu à évoluer au niveau de la conscientisation, notamment sur les violences policières. Ça fait des petits pas, hein, c'est des pas tout petits, mais il commence à y avoir quand même des éditoriaux dans la presse mainstream, dans Le Monde, dans l'IB, à la télévision. On commence un petit peu, les gens disent au début, ah ben tiens, les gens qui étaient sur le terrain, les gilets jaunes, c'était des excités, des antisémites, des fascistes, des racistes, parce que vous voyez ce que je vous disais, par rapport aux étiquettes des factieux, des séditieux, des assoiffés de sang, des ennemis de la démocratie, tout ça, ce sont des bêtises, parce que en face de tout ça, il y a les faits sont têtus, les paroles s'envolent, les faits restent, et de toute façon, ils sont consignés dans des vidéos, ils sont consignés de façon très bien, très pertinente par un certain nombre de personnes, comme David Dufresne et d'autres, et les faits restent, et comme les faits sont têtus, ils finissent toujours par s'imposer, mais on est dans une période de transition un peu compliquée. Cette conscientisation de tout le monde est en train quand même d'opérer. Je suis conscient aussi, moi, des petits pas, ça va doucement, il faudrait aller plus vite, mais ça prend le temps que ça prend. Mais il faut rester concentré, rester sur les faits, ne pas emberlificoter, ne pas embellir, etc. Expliquer ce qu'on a vu, se réapproprier les mots et promouvoir le pays qu'on n'a pas envie de voir disparaître, parce que ce qu'il y a dans la rue depuis 14 mois, les gens qui sont dans la rue, ce sont des Françaises et des Français qui sont attachés à ce que je viens d'énoncer. Ce sont les Françaises et les Français qui ne veulent pas disparaître et qui ne veulent pas se diluer dans le grand maelstrom, soit de l'Union européenne, soit de la finance. Et finalement, c'est une tautologie, c'est une redondance, parce qu'on voit que c'est le même monde qui déréglemente et qui fait en sorte de vous montrer du doigt en disant que vous êtes un anachronisme. Voilà, les amis, allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Salut, restez soudés et passez votre CAP de soudeur si vous ne l'avez pas, et je peux vous dire, ça, c'est un beau métier. Salut à tous!